Toi aussi. OK. Ben, bonjour tout le monde, je vais me présenter. Je m'appelle Kate Bouchard, je travaille à l'Institut Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal. Et on a une série cet automne qui interpelle donc des professeurs et des étudiants et étudiantes pour présenter des projets qu'ils et elles font ensemble, ben, notamment des projets doctoraux, parce qu'on a plusieurs membres à l'ISS qui sont des étudiants et étudiantes au doctorat. Donc, c'était une façon pour nous de donner un petit peu de visibilité à leurs travaux. Et donc, nous voici à notre quatrième présentation de la session avec Marie-Hélène Véronneau et Laetitia Gendron, qui vont nous parler de santé mentale et de parcours scolaire. Je vais vous les présenter rapidement, puis ensuite, je vais leur céder la parole. Donc, Laetitia Gendron est étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAM. Elle a un intérêt particulier pour le rôle de l'environnement, notamment le milieu scolaire, dans le bien-être et la réussite scolaire. Ses travaux de recherche portent sur la réussite éducative, la motivation scolaire, la passion et les parcours scolaires. Elle se spécialise plus spécifiquement dans la psychologie de l'éducation et le développement humain. Et Marie-Hélène Véronneau, qui est aussi avec nous, est professeure au département de psychologie à l'Université d'UQAM. Elle est directrice du laboratoire d'études sur les parcours scolaires et les influences sociales, le LEPSIS, et elle est également titulaire de la chaire UQAM sur la promotion du bien-être durant les transitions scolaires et post-scolaires. Les études sur lesquelles elle travaille visent à comprendre comment les expériences sociales de l'enfance jusqu'à l'âge adulte contribuent à la réussite éducative et à la santé psychologique. Donc, en peu de mots, ça résume un peu. Et donc, ben, la parole est à vous, chère dame. Merci beaucoup d'être avec nous. Je souhaite à tout le monde une belle conférence. Merci pour la présentation. Alors, effectivement, Laetitia et moi, en duo, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais commencer par vous parler surtout, je vais mettre moi aussi mon petit timer pour être certaine de ne pas dépasser le temps que j'ai prévu. Donc, euh, donc c'est ça. Je vais vous parler de l'idée de comment le projet de développement de cette échelle de satisfaction envers le parcours scolaire a émergé dans le cadre d'un projet vraiment beaucoup plus large. Et puis ensuite, Laetitia va vous parler vraiment de l'étude sur le développement de cette échelle et ses liens avec la santé mentale. Alors, première diapo. Euh, donc, Pour une petite mise en contexte, ce travail-là qu'on vous présente, ça s'inscrit dans le cadre du projet qui s'intitule Parcours non traditionnel vers la réussite à l'âge adulte. C'est un projet financé par le CRSH, un projet Savoir. Et donc, en gros, on se demande des questions presque existentielles, si on veut. Qu'est-ce que c'est une vie adulte réussie? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la réussite à l'âge adulte? Nous, ici, sans doute que la réussite de notre parcours éducatif, la réussite de notre parcours professionnel, c'est important, ça nous tient à cœur. C'est souvent ça qu'on voit chez les personnes universitaires. Mais il y a plein d'autres choses sûrement qui sont importantes pour vous et pour votre entourage, la réussite de votre vie familiale, de votre vie sociale, ou juste si vous regardez votre parcours, est-ce que vous avez été capable de surmonter certains défis, puis vous êtes fier d'avoir réussi à passer à travers certains obstacles de la vie pour vous trouver là où vous êtes maintenant? Ça peut être ça en soi qui est une réussite pour vous. Nous, on s'est intéressé aussi, on s'est posé des questions sur qu'est-ce que c'est une vie réussie quand, pour les personnes qui ne partent pas nécessairement avec beaucoup de facteurs de protection, puis au contraire, peut-être qui viennent d'un milieu plus défavorisé où il y a des défis que d'autres personnes n'ont pas dans la société. Alors, pour ces personnes-là, peut-être que d'avoir un doctorat, ce n'était pas leur priorité, là. C'est juste d'avoir comme un bon travail, un bon salaire, d'être capable de bien vivre, faire vivre sa famille, tu sais, d'améliorer sa situation de vie par rapport à leurs parents, par exemple. Ça peut être tout simplement d'atteindre cela. Et puis, ce qui est intéressant au Québec, c'est qu'il y a quand même plusieurs façons d'y arriver. Euh, il y a plusieurs options. Il n'y a pas juste justement les études universitaires. Les cégeps, les formations professionnelles permettent d'avoir un emploi qui donne un bon niveau de vie à des gens, à tous les ordres de l'enseignement finalement. Donc,
oui, nous, en tête, on a sûrement un parcours scolaire idéal prescrit, donc faire son secondaire, son cégep, son bac, puis ensuite peut-être des études supérieures. Mais il y a des gens pour qui ça, c'est pas réaliste, puis qui ont peut-être pris un chemin beaucoup plus sinueux pour faire leur chemin dans la vie, avec peut-être des alternances entre des expériences de travail, des retours à l'école. Et puis, on les connaît pas tant que ça, ces personnes-là, puis on n'en sait pas grand-chose sur eux, ce qu'ils perçoivent comme est-ce que, d'après moi, ce parcours-là, c'est un parcours réussi. Donc, prochaine diapo. Dans notre cas, on avait accès à un échantillon assez exceptionnel qui s'appelle le projet longitudinal de Concordia. Donc, comme le nom l'indique, c'est un projet qui a été démarré par des chercheurs et chercheuses de l'Université Concordia vers la fin des années 1970. C'est un projet qui dure maintenant, donc, depuis presque 50 ans et qui a été fait, en fait, qui a été démarré avec des familles qui vivaient justement dans des milieux plus défavorisés de l'île de Montréal. C'est un projet, comme je vais le dire un peu plus tard, là, qui est intergénérationnel. Fait que ça ouvre la porte quand même à plusieurs possibilités pour essayer de mieux comprendre le cheminement d'individus qui sont issus de familles défavorisées et comment ils ont fait leur chemin dans la vie de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, présentement l'âge d'environ 50 à 60 ans. Puis ce qu'on aimerait aussi plus tard, c'est continuer à les suivre puis voir comment ils vivent leur transition dans la vieillesse. Une prochaine diapo. Euh, un petit peu plus spécifiquement, le projet de Concordia, voici comment il a été mené. Nous avons recruté environ 4000 élèves âgés de 6 à 12 ans dans des écoles primaires et secondaires défavorisées de l'île de Montréal. Ensuite, entre 1976, en fait, en 1976 et de nouveau en 1978, donc des cohortes d'élèves ont été recrutés où on mesurait leurs comportements sociaux en classe. Donc, on avait des mesures sociométriques et on demandait aux autres élèves des questions comme qui sont les élèves de la classe qui sont toujours impliqués dans des conflits ou des batailles, ou encore quelles sont les personnes qui ont beaucoup d'amis, ou quels sont les élèves qui aiment toujours mieux être tout seuls de leur côté. Donc, on a pu faire des mesures de retrait social, d'agressivité, mais aussi d'amabilité. Donc, connaître un peu ce profil-là chez nos participants vraiment à l'enfance. On a aussi eu accès à des mesures standardisées de réussite scolaire pour un sous-échantillon de ces personnes-là, là, les tests là, qu'on fait passer dans les écoles de façon standard. Et puis, on a aussi mesuré leur situation socio-économique familiale parce que les parents de ces jeunes-là ont répondu à des questions concernant leur emploi. Donc, on a pu mesurer un peu le prestige là, de ces emplois-là, mais aussi leur salaire. Puis, on a utilisé des données de recensement également pour connaître c'était quoi le niveau socio-économique de leur voisinage, par exemple le taux de chômage, ou le niveau d'éducation moyen des familles dans leur voisinage. Ensuite, dans les années 1980 jusqu'au début des années 2000, nous avons fait plusieurs suivis avec, ben, pas tout le monde, pas les 4000 personnes, là, mais quelques centaines là, de participants. Des fois moins, ça dépendait un peu des questions de recherche de l'équipe. Mais ça nous a quand même permis, là, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que ça nous a permis d'avoir accès à des données concernant le niveau d'éducation atteint chez les participants vers le début de la trentaine, là, à un moment où habituellement le niveau est assez stable et il n'y a plus beaucoup de gens qui vont retourner nécessairement là, aux études et changer de façon importante leur niveau d'éducation atteint après ça. Puis aussi, ces participants-là ont eu des enfants au cours des années. Donc, c'est une étude intergénérationnelle parce que ces enfants-là ont été recrutés et plus tard, leurs enfants aussi. Donc, présentement, là, entre 2021 et 2024, là où on est rendu, c'est qu'on a la subvention dont je vous parlais, la subvention savoir qui s'appelle Parcours non traditionnel, qui implique un suivi auprès d'environ 200 adultes de cet échantillon-là, âgés de 50 à 60 ans, et à peu près 200 de leurs enfants également. Ça, c'est entre autres, là, il y a d'autres chercheurs et chercheuses dans notre équipe qui qui étudie d'autres choses que le parcours scolaire. Donc, c'est quand même un échantillon qui donne des données sur plusieurs aspects du développement.
prochaine diapo. Alors, là, je vous donne un petit aperçu d'un article qui a été publié assez récemment, qui, entre autres, montrait que ces participants issus de milieux plutôt défavorisés euh, n'ont, en général, pas vraiment beaucoup fréquenté l'université. Au contraire, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu de diplôme ou qui ont eu seulement un diplôme du secondaire. Heureusement, les cégeps ont été créés à la fin des années 60, ce qui a permis à un très, très grand nombre de ces personnes-là, malgré tout, d'avoir des études post-secondaires. Donc, on voit vraiment le bienfait là, de créer ces institutions-là lors de la Révolution tranquille. Mais en fait, nous, en regardant ces données-là, on se disait que peut-être que pour des personnes qui viennent de milieux plus défavorisés, euh, le cheminement là, d'aller à l'université, ce n'est pas l'idéal. C'était peut-être une option trop coûteuse pour l'individu ou pour sa famille. Euh, et peut-être qu'un autre parcours scolaire était le choix idéal pour ces personnes-là euh, à ce moment-là dans leur vie. Alors, en se posant ces questions-là, on est allé voir des prédicteurs des différents niveaux de diplôme obtenus par nos participants. Puis, je vais vous montrer quelques résultats qu'on trouve vraiment intéressants à considérer. Alors, toujours dans l'article publié là, en 2021, il y a des résultats qui semblent suggérer que euh, le parcours de ces participants n'est pas nécessairement le même que celui qu'on peut observer chez les personnes issues de milieux plus favorisés. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment leur façon de cheminer dans la vie semble aussi être en fonction de leur personnalité, de leurs interactions avec les autres. Et puis, on a eu beaucoup d'hypothèses en regardant nos résultats qu'on n'était pas nécessairement capable vraiment de documenter avec les données qu'on avait. Donc, des exemples de résultats vraiment ben, assez intrigants, je dirais. Ben, premièrement, c'est que l'amabilité des élèves quand ils étaient jeunes, quand ils étaient au primaire ou au secondaire, distingue les personnes qui ont été diplômées du cégep par rapport à tous les autres groupes qui étaient moins scolarisés. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les études. Ben, je dirais tout simplement parce que les gens mesurent rarement les habiletés sociales comme un prédicteur de la réussite euh, ou du niveau d'éducation atteint. Donc là, on voit que cet aspect-là est vraiment important, peut-être parce que ces personnes-là étaient capables d'aller chercher du mentorat, euh, étaient capables d'avoir tu sais, des interactions positives avec les autres personnes dans leur entourage scolaire, ce qui les a amenés plus loin dans leur développement scolaire. Donc, c'est une hypothèse. On n'avait pas les données pour y répondre à ce moment-là. Autre chose qu'on a trouvé intéressant, c'est que être issu d'un milieu plus défavorisé était un obstacle à l'obtention du diplôme collégial chez les femmes, mais pas chez les hommes. Fait que là, on se pose des questions un peu sur les normes de genre. Donc, quand on regarde les personnes qui sont capables d'entrer au cégep, c'est comme si chez les filles, le fait d'avoir tout le stress d'un milieu défavorisé, peut-être pourrait les tirer à l'extérieur de l'école avant d'avoir leur diplôme. Et chez les garçons, c'était le contraire. Donc, chez les jeunes hommes, quand on vient d'un milieu plus défavorisé, c'est comme si ça donne une motivation supplémentaire à finir le cégep probablement pour se sortir là, d'une situation socio-économique défavorable. En lien avec ce résultat-là, on a aussi constaté que une moindre compétence scolaire était associée à davantage de décrochage scolaire pendant le cégep seulement chez les hommes et pas chez les femmes. Donc, une fois de plus, on voit qu'à compétence égale, il y a des filles qui n'ont pas fini le cégep alors que d'autres les ont finis. Et là, ce que je disais tantôt sur la situation de pauvreté à la maison pourrait jouer un rôle. Et ce qui fait qu'un jeune homme ne termine pas le cégep, ça semble être davantage parce que il trouve ça trop difficile, il n'y a pas nécessairement les capacités scolaires pour le faire. Et ouais, on espère que cette personne-là s'est réorientée peut-être vers quelque chose de plus manuel, un DEP, mais une autre sorte de diplôme quand même pour avoir une qualification pour le marché du travail. L'autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressante dans cette étude-là, c'est de voir qu'un niveau d'agressivité plus élevé selon, je vous rappelle, selon les autres élèves à l'école,
Et donc, chez les femmes, euh, donc plus d'agressivité était perçue chez les petites filles qui sont devenues des femmes puis qui sont allées finalement à l'université. Donc, ce qui était perçu comme de l'agressivité semble peut-être être un ensemble de caractéristiques qu'on trouve peut-être plus masculines comme avoir de l'ambition, puis être, à être capable de s'affirmer, parce que c'est ces filles-là, finalement, qui ont réussi à faire leur chemin jusqu'à l'université, puis on a vu qu'il y en avait quand même pas beaucoup. Donc, on se pose plein de questions, bref, sur comment ces personnes-là ont fait leur parcours scolaire, qu'est-ce qui a fait qui ont commencé le cégep, qui ont fini le cégep, peut-être même qui ont été à l'université. Puis on voulait vraiment comprendre mieux c'était quoi ces parcours-là parce que il y a beaucoup de questions qui sont émergées de cette collecte de données. Alors, ça nous a amené à rédiger donc la demande de subvention sur les parcours scolaires non traditionnels parce que euh, nous, c'est ça, on s'intéresse à ces parcours-là. On voulait aussi avoir une notion plus élargie de la réussite éducative que tout simplement quel type ou quel niveau de diplôme ont obtenu ces personnes-là. Euh, Nous, on pense que, je dis nous parce que je pense que toute mon équipe, on a pas mal cette vision-là, mais plus d'éducation, c'est pas toujours le mieux pour un individu. Je pense, moi, j'aimerais que l'ensemble des gens au Québec aient un diplôme qualifiant, quelque chose qui les aide à bien se placer sur le marché du travail puis à avoir une bonne qualité de vie. Mais on a autant besoin des gens qui ont des DEP que des techniques, que des bacs et que des études supérieures plus avancées. Je veux qu'on soit capable de valoriser toutes ces sortes de formations-là, mais la plupart des études qui portent sur le niveau d'éducation le mesurent un peu comme plus d'éducation, c'est toujours mieux. Puis nous, on se rebelle un peu contre ça, si je veux dire. On veut être capable de mesurer la réussite éducative selon d'autres indicateurs que le nombre d'années d'études, puis mesurer la réussite finalement de la vie adulte, pas juste par le salaire qu'on va faire, mais par la satisfaction de vie en général et aussi par rapport au travail, à la famille. Puis aussi, est-ce que la personne elle-même regarde son parcours éducatif et se sent satisfaite de ce qu'elle a accompli pendant ce parcours-là? Et ça, quand on a voulu inclure une mesure de satisfaction envers le parcours scolaire dans notre étude de Concordia, on n'en a pas trouvé. On a cherché, cherché, ça n'existait pas. Alors, on s'est dit, ben, il est temps que quelqu'un développe cette mesure-là pour pouvoir euh, être capable de voir si nos participants, eux, peu importe le niveau d'études atteint, est-ce qu'ils sont satisfaits de leur parcours scolaire. Donc, le besoin de créer cette nouvelle mesure de satisfaction envers le parcours scolaire, ben, va nous servir en fait pour l'instant à vérifier les liens entre la satisfaction envers le parcours scolaire et la santé mentale. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais dans le contexte plus large, au fond, c'est qu'on va essayer de voir si divers parcours scolaires, des parcours plus linéaires ou des parcours plus atypiques et non traditionnels, sont associés à diverses retombées à l'âge adulte, mais incluant la satisfaction envers le parcours scolaire. Donc, ça, c'est nos études futures avec les données du projet Concordia où on va regarder ça. Donc là, étape 1, c'est de développer cette mesure-là, puis c'est ce que Laetitia va vous présenter maintenant. Donc, je vais vous faire un petit contexte théorique là, par rapport au développement d'une mesure sur la satisfaction vers son parcours scolaire. Donc, tout d'abord, c'est important de savoir que l'éducation est un facteur clé ciblé là, par les gouvernements afin de promouvoir le développement global positif des individus à long terme. De plus, la politique de la réussite éducative du Québec, qui est sortie en 2017, énonce qu'il est du devoir de l'école de favoriser la réussite éducative de tous les élèves, et ce, quelles que soient leurs aspirations et la formation qu'ils ou elles entreprendront. Au Québec, comme Marie-Hélène a dit, plusieurs parcours peuvent être entrepris pour arriver à une formation satisfaisante. Donc, on peut obtenir un diplôme, par exemple, en formation professionnelle qui va permettre d'obtenir un emploi dans un métier qualifiant. Puis ça peut prendre
moins d'un an ou deux là, selon le programme. De plus, les personnes québécoises qui ont un diplôme d'études secondaires générales ou professionnelles peuvent poursuivre des études collégiales. Puis ça, c'est vraiment ce qui distingue le Québec des autres provinces ou même d'autres pays. Puis plus particulièrement, les programmes techniques non seulement permettent d'accéder au marché du travail, mais aussi de poursuivre des études universitaires. Donc, en raison justement de ces nombreuses options disponibles-là, environ 40% là, de la population québécoise détient un certificat, grade ou diplôme postsecondaire qui est inférieur au baccalauréat, euh, puis qui permettent, dans le fond, d'accéder plus rapidement au marché du travail. Donc, compte tenu de la diversité des parcours scolaires, on trouve qu'il est nécessaire là, de mieux documenter la satisfaction des individus à l'égard de leur parcours. Donc, les études existantes là, sur la réussite éducative à l'âge adulte mesurent, euh, comme Marilyn a dit, habituellement le niveau de scolarité atteint. Cependant, on trouve que cette approche-là est problématique parce qu'elle considère qu'un apport euh, de personnes, parce qu'on considère dans le fond qu'il y a un apport de personnes diplômées à tous les niveaux, puis pas seulement au niveau des diplômes plus avancés est essentiel là, au bon fonctionnement de la société. De plus, comme soulevé précédemment, là, plusieurs parcours mènent à des emplois qualifiants qui sont satisfaisants puis qui nécessitent pas là, d'études élevées. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait qu'il était essentiel d'avoir accès à des mesures subjectives de réussite éducative qui viennent un peu complémenter là, les mesures objectives qui s'imitent souvent au niveau de scolarité atteint à l'âge adulte pour qu'on puisse là, identifier des manières qui sont plus exhaustives euh, d'étudier là, les diverses facettes des parcours scolaires puis comment est-ce qu'ils sont associés là, à des bénéfices individuels. Donc, on pense aussi que le développement de nouvelles mesures subjectives de la réussite éducative permettrait là, de reconnaître et d'étudier euh, les parcours au-delà du niveau d'études. Donc, pour le rôle d'enfant de la réussite éducative, le niveau de scolarité là, atteint à l'âge est associé à plusieurs bénéfices. Par contre, la satisfaction de vie en général et la satisfaction de travail ne sont pas systématiquement associées au niveau de scolarité. Dans le fond, les emplois qui exigent des niveaux de scolarité élevés offrent souvent des salaires plus élevés, des avantages sociaux et une plus grande autonomie, mais par contre, c'est souvent des emplois qui demandent des plus grandes demandes, responsabilités, et ça peut mener là, à davantage de stress et aussi là, un risque plus élevé de conflit entre le travail et la vie personnelle. Donc, c'est pour ça, dans le fond, qu'on pense que une mesure de la satisfaction vers son parcours scolaire, ça pourrait venir nuancer ces résultats-là, entre autres parce qu'une adéquation entre le travail occupé à l'issue du parcours scolaire et les intérêts et compétences de l'individu sont susceptibles là, vraiment de favoriser le bien-être psychologique à long terme. Ainsi, là, les choix scolaires et vocationnels offre des occasions de promouvoir le bien-être en permettant aux individus de réaliser leur potentiel, de s'actualiser et de trouver un sens à leur vie. Ainsi, l'objectif le principal de cette étude, c'était bien sûr là, de valider l'échelle de satisfaction envers le parcours scolaire, que je vais parfois appeler le SPS pour simplifier la chose. On voulait, dans le fond, évaluer sa structure factorielle, sa cohérence interne et aussi tester la fidélité test-retest. De plus, on voulait tester sa validité convergente et on avait comme hypothèse que l'échelle d'enfant aurait des liens positifs et modérés avec la satisfaction de vie en général, la satisfaction au travail et le niveau d'éducation atteint, et aussi un lien négatif et modéré avec les problèmes de santé mentale. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, dans le fond, des résultats préliminaires. Et pour ça, dans le fond, la méthodologie qui a été employée, on a tout d'abord fait du recrutement à partir de la firme de Léger pour les deux premiers échantillons que je vais vous présenter après. Et aussi, on a fait du recrutement par les réseaux sociaux pour notre troisième échantillon qui a été utilisé, dans le fond, pour tester la fidélité test-retest. Le questionnaire en ligne qui a été passé était composé de l'échelle de satisfaction vers son parcours scolaire, de l'échelle de satisfaction de vie de Diener en français, du Brief Index of Effective Job Satisfaction qui a été traduit en français par nous, là, une traduction maison,
le General Health Questionnaire et une question sur le niveau de scolarité atteint. Il y avait aussi des questions là, sociodémographiques. Le SPS, dans le fond, a été développé par trois membres de notre équipe. Au total, 25 énoncés là, ont été développés, notamment, il y en a certains des énoncés, dans le fond, ont été inspirés de l'échelle de satisfaction de vie de Dina et ses collègues. Et ces systèmes-là, dans le fond, ont été vérifiés par deux autres chercheurs et chercheuses qui étaient en psychologie, en démographie et en sociologie. Et les réponses aux questions, dans le fond, ont été mesurées par une échelle de Likert variant entre 1 et 4, donc de pas du tout à tout à fait. Donc, ça, c'est nos trois échantillons. Dans le fond, les deux premiers échantillons proviennent de Léger, puis dans le fond, l'échantillon Léger a été séparé en deux pour qu'on puisse faire l'analyse factorielle exploratoire et l'analyse factorielle confirmatoire avec des échantillons séparés. Les deux échantillons sont assez représentatifs du genre et du niveau de scolarité atteint de la population. Par contre, le troisième échantillon qui a été recruté par les réseaux sociaux, dans le fond, était surreprésenté là, par les femmes et aussi par un niveau d'éducation assez élevé, là, surtout universitaire. Donc, c'est pour ça qu'il a juste été utilisé là, pour la fidélité test-retest. Donc, pour les analyses, dans le fond, l'analyse factorielle exploratoire a été faite dans le logiciel R avec le package Jamovi. Dans le fond, en examinant la matrice de corrélation pour éviter, dans le fond, qu'on ait des problèmes de multicollinarité, on a retiré six items qui présentaient des corrélations de plus de 0,7. De plus, cinq autres items ont été retirés avant de faire les analyses en examinant la qualité des représentations initiales parce que leur valeur est inférieure à 0,6. Donc ça, là, ça nous a permis de faire une première analyse factorielle exploratoire à partir de 14 items. Donc, une analyse parallèle a été faite et on peut voir là, ici avec le test de coude qui est présenté, là, la figure, que la solution suggère un à deux facteurs. Toutefois, le eigenvalue, là, donc je pense que je peux mettre, donc ce qui est présenté ici, on voit que le premier facteur représente une grosse partie du modèle. De plus, théoriquement, ça faisait plus de sens pour nous d'avoir seulement un facteur, étant donné que ce qu'on voulait vraiment mesurer, c'est la satisfaction envers son parcours scolaire. Euh, dans le fond, c'est ça. Fait que on a été là avec une solution avec un facteur. Et quand on l'a testé de cette façon-là, on a éliminé deux autres items parce que leur factor loading était en bas de 0,512. Puis ça, dans le fond, c'est le chiffre qui est utilisé quand on a un N de 100 personnes. Donc, la solution finale a comporté 12 items. Les indices étaient bons, là. La mesure de commo global était de 0,89, ce qui est excellent. Le coefficient de vérité de Bartlett aussi était excellent. Toutefois, la solution permet d'expliquer 48% de la variance totale. L'idéal, dans le fond, c'est 50%, mais 48, c'est vraiment pas loin de 50. Et le déterminant de la matrice était non significatif. Puis ça, c'est ce qu'on veut. Donc, on a pu passer à l'analyse factorielle confirmatoire. Donc, ça a été effectué à l'aide d'une modélisation d'équations structurelles à l'aide du package Lavande. Les données manquantes, en fond, ont été considérées comme aléatoires, puis traitées avec un estimateur de maximum de vraisemblance à information complète. Le premier modèle n'était pas conforme aux critères d'ajustement. Donc, à l'aide de la matrice des résiduels, des corrélations et des multiplicateurs de Lagrange, il a été possible, dans le fond, d'identifier de la multicollinéarité entre certains groupes de variables. Donc, on a identifié ceux là, qui avaient des corrélations les plus élevées avec les autres items, puis on a éliminer un item à la fois, puis retester le modèle jusqu'à ce qu'on arrive à une solution à 8 items ou que nos indices d'ajustement étaient adéquats. Donc, c'est les items qui sont présentés ici. Donc, premièrement, on a l'item « Je suis satisfait du niveau d'études que j'ai complété. Je suis satisfait du domaine d'études que j'ai choisi. Même si je pouvais changer mon parcours scolaire, je n'y changerais rien. Grâce à mes études, j'ai obtenu un emploi dont je suis satisfaite.
je suis fière de mon parcours scolaire. Les études que j'ai faites correspondent à mon parcours idéal. Les efforts et le temps que j'ai mis dans mes études en valaient la peine et finalement, mes études m'ont beaucoup apporté sur le plan personnel. Et quand on calcule la cohérence interne là, de cette échelle-là à 8 items, on obtient un alpha de Cronbach de 0,92, qui est excellent. Depuis ici, là, dans le fond, on voit les bêtas standardisés du modèle et l'indice d'ajustement final, là, ici, sont présentés et ils étaient tous conformes. Donc, pour la validité convergente, ça a été testé à l'aide de corrélations bivariées qui ont été effectuées avec le deuxième échantillon. Donc, on peut voir ici là, que, comme entendu, il y a une corrélation négative et modérée avec les problèmes de santé mentale et des corrélations positives et modérées avec la satisfaction de vie, la satisfaction au travail et le niveau de scolarité. De plus, l'échelle d'enfant n'était pas corrélée à l'âge, le genre et le revenu. On a aussi fait des régressions linéaires là, en contrôlant pour les niveaux de scolarité et on peut voir là, des corrélations qui sont similaires avec les autres variables, donc corrélation négative avec problème de santé mentale et corrélation positive avec la satisfaction de vie et la satisfaction au travail. Finalement, à l'aide de notre troisième échantillon, on a mesuré la fidélité test-retest sur une période de 1 mois. Dans le fond, on peut voir là, que la corrélation de 0,84 est excellente. Donc, pour la discussion, dans le fond, les résultats de l'analyse factorielle exploratoire et confirmatoire permettent de révéler une échelle là, de un facteur ayant 8 items finaux. L'échelle présente une excellente cohérence interne. L'analyse factorielle confirmatoire soutenait la structure dimensionnelle à un facteur. De plus, pour la validité convergente, on voyait que l'échelle était corrélée positivement au niveau de scolarité, à la satisfaction de vie et à la satisfaction au travail et associée négativement aux problèmes de santé mentale. Donc, on peut voir là, qu'il y a une bonne validité convergente. Pour un peu plus discuter là, de ces résultats-là, le lien modéré là, entre le niveau d'éducation et la satisfaction envers son parcours scolaire peut potentiellement s'expliquer par le fait que certaines personnes participantes pourraient ne pas avoir été en mesure de réaliser des études aussi avancées qu'elles souhaitaient en raison d'obstacles financiers, d'obstacles familiaux ou de difficultés scolaires, par exemple. Donc, malgré tout, un résultat important là, de l'étude, c'est que la satisfaction envers le parcours scolaire est associée positivement à la excusez, est associée positivement à la satisfaction de vie générale au-delà du niveau de scolarité atteint. Donc, d'un point de vue là, un peu plus pratique, certaines personnes qui se dirigent pas vers un parcours scolaire peuvent tout de même aspirer à une vie épanouie en s'orientant vers un parcours scolaire là, qui convient à leurs forces et à leurs intérêts. Et inversement, des études élevées ne semblent pas nécessairement garantir la satisfaction de vie. Donc, de plus, la satisfaction vers le parcours scolaire était également positivement liée à la satisfaction au travail, ce qui peut témoigner de l'importance du choix d'études dans une carrière qui est satisfaisante, puis ça, nonobstant là, le niveau d'études requis. Et enfin, dans le fond, le SPS là, était négativement corrélé aux problèmes de santé mentale. Donc, ces résultats sont en cohérence là, avec l'ensemble des études qui montrent que la satisfaction de vie est positivement corrélée à la santé mentale. Donc, pour les forces et limites, rapidement, l'échantillon 1 et 2 est représentatif là, de la population québécoise pour le genre et le niveau de scolarité. De plus, l'analyse factorielle exploratoire et confirmatoire a été effectuée sur des échantillons distincts. Pour les limites, c'est important là, de se rappeler que le troisième échantillon pour le test-retest était vraiment surreprésenté par les femmes et les personnes hautement éduquées, surtout parce que, dans le fond, ça a été fait un recrutement sur nos réseaux sociaux. Et ça serait vraiment important là, de valider cette échelle-là avec une autre population. Pour les implications, dans le fond,
de mesurer la réussite éducative sans nécessairement accorder une plus grande valeur au diplôme associé à de longues études est vraiment là, une force, je pense, du développement de cette mesure-là. Le fait aussi que cette mesure-là prédise les problèmes de santé mentale euh, au-delà du niveau de scolarité soulève vraiment l'importance du choix scolaire de l'individu en fonction de ses intérêts, de ses valeurs et son parcours unique. Euh, c'est ça, il est plus simple, dans le fond, dans la plupart des études scientifiques ou des recensements gouvernementaux, de mesurer le succès scolaire de manière quantitative, donc avec le niveau de scolarité atteint. Toutefois, le fait de se limiter à des mesures quantitatives implique vraiment qu'un plus haut niveau d'études est nécessairement mieux pour l'individu. Puis ceci, ça peut porter préjudice potentiellement là, à l'importance de faire ses propres choix. Tu sais, des fois, les gens font des essais, des erreurs ou mettent à profit justement différents cheminements scolaires, que ça soit au niveau secondaire, collégial, que niveau secondaire. Donc, on espère qu'une mesure comme ça va permettre d'encourager là, l'exploration des intérêts, l'autonomie des jeunes là, dans leur processus de choix par rapport à leur parcours scolaire et que, dans le fond, en favorisant leur plein potentiel, ils puissent faire des apprentissages significatifs en cours de route. Donc, merci de nous avoir écoutés. C'est pas mal tout. Je sais pas si Marianne, tu voulais rajouter quelque chose. Non, non, c'est parfait de mon côté. Je sais pas s'il y a des personnes qui avaient des questions.